Bonus. Trax. Dans l'espace absolu, origine et fin de toute chose. Un nuage de gaz et de poussière voit les molécules qui le composent interagir entre elles. La réaction chimique créée nous aspire à toute allure dans un tunnel de lumière semblable à une synapse cosmique. La marche avant se confond avec la marche arrière, l'environnement s'étire et se dilate de plus en plus vite jusqu'à l'implosion. Cinquième monde. Épisode 1. Gestation. Dans un ciel arborant des couleurs mêlant violet et orange, l'air est lourd, comme avant un puissant orage d'été ici sur Terre. Dans le sol, de gigantesques machineries d'un autre âge, sans intelligence artificielle, sont enracinées sous la terre et les innombrables réseaux de transport routier qu'utilisent les habitants de cette planète, les unités. Les unités sont constituées de diverses espèces de cette galaxie. Celle-ci est dépourvue de gouvernement galactique, car chaque planète vit en autonomie totale. Nous découvrons alors les abords d'une ville. Voici la ruche du système 7, identifiant HPCOF. C'est une ruche de taille moyenne où tous les bâtiments de couleur bleu-gris possèdent des architectures différentes. Mais aucun ne présente de lignes anguleuses ou harmonieuses, mais plutôt des formes diverses et biscornues enduites d'une sorte de corail bleuté. La cité, revêtant l'aspect d'un monticule de lave refroidi par le temps, évoque un gigantesque travail de sculpture inachevé. Cette planète cosmopolite offre un concentré de diversité de races, de morphologie, de tailles et de coloris. Les humains, majoritaires, ont cette particularité d'avoir tous et toutes la peau mate et les yeux légèrement en amande. On note rapidement la présence d'une force armée dans les rues de la ruche. Les soldats de l'Axe, en armure grise complète, tiennent en respect la population sclérosée par le fonctionnement de ce système politique totalitaire voté démocratiquement. Mais certaines unités, les Lucioles, se retrouvent secrètement pour pratiquer la fréquence, une capacité psychique jugée dangereuse et malsaine, si bien que sa maîtrise est prohibée depuis des années. Rejetées, les Lucioles se retrouvent parfois dans le cadre de spectacles clandestins où la fréquence est cultivée sous toutes ses formes et également transmise aux plus jeunes. Je suis Thaïs. C'est avec moi que t'as rendez-vous. Une patrouille de l'Axe vient de passer. Et ils connaissent mon visage. On a eu chaud. Bon, suis-moi. C'est une jeune femme en kimono noir, portant un bandeau rouge vissé sur des cheveux noirs coupés très courts. Ses yeux sont cernés de rouge, une couleur qu'on retrouve par petites touches sur toute sa panoplie. Dans une cave réaménagée pour accueillir les installations nécessaires à ces rencontres clandestines, le même symbole est visible un peu partout. La tête insectoïde très détaillée d'une luciole photographiée en macro. Regarde. Approche-toi. Plus près. Je vais concentrer dans mes mains de la fréquence. N'aie pas peur. Bien maîtrisée, la fréquence permet de créer un plasma coloré qui peut changer d'état, solide, liquide ou gazeux, selon les conditions climatiques et l'émotion ressentie lors de sa création. Regarde par là-bas. Oui, là, dans ces galeries souterraines. Ce sont des lucioles qui ont choisi de maîtriser les fréquences de combat, offensives, protectrices ou destructrices. Chauffé par la concentration, ce flux d'énergie instable peut acquérir un fort potentiel explosif. Attends. T'as rien entendu ? Soudain, des soldats enfoncent la porte et envahissent le lieu.
Expérimenté par des années de clandestinité, les lucioles s'enfuient. Une porte s'ouvre dans une rue de la ruche. Tanaka et d'autres lucioles sont poursuivis par les soldats. Celui en tête tire un filet électrique paralysant la première luciole à portée. Celle-ci s'écroule, immobilisée, tandis que les autres redoublent de vitesse. Une luciole se retourne pour faire face aux soldats. Elle tremble, elle est paniquée. Elle tend la main pour créer de la fréquence, mais son émotion trop forte crée une gélatine instable. Une sorte de glu s'agrippe à son avant-bras, puis explose. La luciole meurt sur le coup. Les autres arrivent sur une grande place rectangulaire, sur laquelle des mobiles sont stationnés de manière anarchique. La place éclairée par quelques réverbères rongés est déserte. L'un des fuyards, Morad, un jeune homme d'une trentaine d'années en armure légère bleu marine, grimpe sur une gouttière et s'arrête de bouger. Les soldats Axe dominent la rue, mais sont éloignés les uns des autres. Ils sont surpris d'avoir perdu de vue les lucioles et se tournent machinalement vers leur chef, le lieutenant Moore. Morad glisse de la gouttière sur laquelle il était accroché. Un soldat le met en joue. « Zed, au secours !» C'est alors que Zed, une luciole portant une lourde armure noire et un masque, lui dissimulant le visage, surgit d'une rue obscure toute proche et fonce sur le soldat en brandissant son sabre. Une aura de lumière verte citron est émise par son corps et elle pourfend le militaire en arrivant à sa hauteur. La lame laisse derrière elle un scintillement de particules bleues. Morad est choqué. Zed lui tend la main, l'aide à se relever. « Morad, ça va ?» La troupe de soldats s'approche en courant. « Tanaka, charge un fumigène !» Tanaka jette un fumigène sphérique contre le mur. Celui-ci explose et libère une épaisse fumée jaune qui permet aux lucioles de s'échapper. Les soldats de l'Axe arrivent et découvrent le corps sans vie de leur frère d'armes voûté contre un mur. L'éclaboussure de sang du soldat se mêle à l'encre, écarlate d'un graffiti qu'on distingue à côté de lui. Un graffiti affichant en lettres majuscules « Les antennes seront brisées ». Un soldat arrive et prend le pouls de son camarade au sol. « Bande de sales criminels !» Du calme! Bon, embarquez-moi celui qui est dans le filet, on rentre. Les soldats s'exécutent immédiatement. Le ciel rosé de ce jour est un peu moins violacé que d'habitude. Des soupçons de bleu perçant par-ci par-là les nuages. Nous découvrons une rue en pleine agitation quotidienne. Les cris des marchands se mêlent au discret souffle des aéroglisseurs et à la pétarade des moteurs à explosion. De nombreux écrans diffusent une propagande raciste envers les lucioles. Devant nous, une manufacture de données. C'est un immense bâtiment austère en forme de trapèze, composé de murs gris ponctués de petites fenêtres. Ici, sont triées et redistribuées les données administratives envoyées par la tour CPPA-01, le siège politique de la ruche et du tyran élu. Le programme d'éducation civique inclut 3 ans de service dans les rangs de l'armée régulière de l'Axe en parallèle du travail obligatoire dans une manufacture telle que celle-ci. Dans cette grande usine, une foule d'individus bipèdes évolue dans les couloirs et les différents bureaux. Dans d'immenses hangars, des factions de ces ouvriers soldats exécutent des mouvements d'épée que leur apprend un soldat gradé. Le maniement des armes blanches reste un prérequis indispensable dans l'armée de l'Axe. Dans d'autres hangars, des ouvriers sont assis dans des box étroits et sont rivés sur leurs sièges. Sans aucune distinction, toutes et tous portent un même uniforme gris-bleu personnalisable, ainsi qu'un casque relié à un ordinateur depuis lequel ils codent les données. Dans tous les hangars,
Un ordinateur central à l'armure agressive est accroché en hauteur et surplombe ces grands espaces de travail. La machine contrôle la bonne marche des opérations avec l'œil omniscient d'un système de surveillance totale. Une sonnerie retentit. Tout le monde se lève et se dirige vers une petite porte noire étroite derrière laquelle une autre section d'ouvriers attend pour prendre la relève. Parmi les sortants marche un jeune homme de carrure moyenne au physique androgyne. Le visage rond d'un jeune adulte en bonne santé. Son regard neutre, presque éteint, supporte des cheveux châtains coiffés en pétard. Il s'appelle Chris. Bercé par cette routine qu'il a fini par trouver réconfortante, il est rejoint par Eet, un garçon de la même taille, les cheveux châtains foncés coupés au bol. Un regard aux plis épicantiques joyeux et charmeur. Les deux unités se serrent la main en continuant leur route. Hé Chris, comment ça va? Je suis mort. Et toi, ça a été aujourd'hui? Ouais, pas mal. Ma section fait du 75% en ce moment. Oh, t'en as de la chance. Mais ouais, j'en suis à 350 crédits. Encore un petit effort et j'ai de quoi partir en vacances avec Ria. Tu lui passeras le bonjour. D'après mes calculs, je peux peut-être arriver à décrocher un ticket pour Uzi Matre d'ici l'année prochaine. T'as 350 crédits? Tu devrais recompter. Ah, t'es drôle toi. Non, je suis très sérieux. T'as remboursé Gilly? Alors lui, si je le chope, je lui dois pas 620, il a craqué. C'est... je lui dois 550, un truc comme ça. Ah oui, c'est nettement mieux. Bah ouais. Se retrouver en fin de journée est un petit rituel pour Chris et Eet depuis l'époque où ils sont entrés à la manufacture comme tous les orphelins, il y a plus de 4 ans. Le duo partage un certain dépit, celui d'avoir la certitude qu'ils sont que de simples figurants entreaperçus par les vraies cellules influentes de la manufacture. Tous deux restent discrets et ne se font que rarement remarquer par leurs supérieurs. Ils arrivent dans une immense cour, une salle de repos à l'architecture ovale et aux murs blancs cassés, totalement vierges. Les voici près d'une machine à boissons quand Chris aperçoit un groupe de hauts fonctionnaires de la ruche escortés par 2 gardes. Les dignitaires sont accompagnés et choyés par la directrice de la manufacture. Chris les désigne à son ami d'un geste méprisant de la tête. Ah, elle est belle, l'élite. Putain, mais regarde comment la directrice a l'air de vouloir leur lécher les couilles. Mais je vous en prie, messieurs les grands, laissez-moi donc vous lécher les couilles. Plus tard dans la soirée, les 2 jeunes hommes sont à l'entraînement au combat rapproché. Ils désarment leurs camarades sous les yeux de leur sergent instructeur. Chris se débrouille plutôt bien. Ses gestes sont naturels et précis. Après être passé à la douche, ils discutent en compagnie d'autres ouvriers dans le réfectoire. Chris et Eet se lèvent et apportent leur plateau repas à un droïde qui circule dans la pièce. Celui-ci ouvre son ventre pour recueillir les plateaux. Dans sa cellule, Chris est allongé sur son lit, les mains derrière la tête. Il regarde par la fenêtre et il voit la ruche scintillante de millions de petits points brillants enveloppés d'un halo vaporeux. Son regard tente de percer le voile gazeux et opaque pour mieux distinguer ce système solaire riche et époustouflant. L'infinité qui y semble figée ne l'effraie pas, mais fait plutôt naître en lui, sans qu'il ne se l'explique, un vide dépressif. Ce matin, le hall principal de la manufacture est agité. Une annonce doit être faite par la directrice. Elle se tient debout sur une tribune. Les caméras retransmettent son image sur l'immense écran accroché derrière elle. Chris la méprise amèrement. Il repense au jour où il l'a surprise en train de parler des ouvriers avec un très maladroit dédain et sans même prendre en considération sa présence. Salutations! Le tyran a renforcé la loi martiale envers les activités lucioles aujourd'hui à 1h36 du matin. Pour rappel, le règne des Matésis est révolu.
Les rigoristes sont à présent au pouvoir, et désormais, les utilisateurs de la fréquence encourent des peines très lourdes. Vous êtes prévenus. Une fois pour toutes, ces activités sont dangereuses et peuvent être mortelles. Restons fidèles aux sages principes de la ruche pour l'intérêt collectif. Je vous souhaite également le succès professionnel dans l'armée de l'Axe. J'ai terminé. Il est 23 heures dans la manufacture. Seul le murmure discret des machines en veille se fait entendre dans les couloirs vides plongés dans la pénombre. Discrètement, Chris sort d'un couloir. Il marche prudemment, en portant un sac à dos. Excité par le danger et le risque de se faire surprendre, il passe une porte et monte un escalier. Chris nous conduit sur les toits de la manufacture. À l'arrière-plan, au centre de la ruche, la tour CPPA 01. Le siège administratif tentaculaire de la ruche est connecté de toutes parts par de grandes routes magnétiques et voit se poser et décoller de nombreux cargos depuis ses plateformes. Chris rejoint Eette, nonchalamment perché sur un toit. Doc voulait venir avec nous. Oh non! T'inquiète, je l'ai pas prévenu finalement. Ah ok, bon tant mieux. On y va. Il grimpe aisément sur les toits de la manufacture qu'il semble connaître par cœur. Avec agilité, il glisse sur les légères pentes qu'il rencontre et se joue des gros câbles, des antennes et des immenses paraboles rafistolées par des soudures sommaires. Les deux garçons sont enfin arrivés sur le sommet d'un des toits. Chris s'allonge, il bloque sur les étoiles, tandis qu'Eette, debout, fait face à la ruche. Ah ouais, c'était bon ça. C'était quand même bien cool la formation. Au fait, ils t'ont dit où tu seras affecté? Non, a priori ça sera la compagnie 3A. Comme moi. Merveilleux. Il paraît qu'ils cherchent des fonds pour qu'on s'installe sur des colonies. Et les riches, oui. Si ça se trouve, ils vont retourner sur la Terre. La Terre, espèce de cancre. Ouais, la Terre. Il paraît que le ciel était bleu une bonne partie de la journée. Et même une bonne partie de l'année. Tu te rends compte? Ouais. Et les unités chantaient main dans la main tous les matins. T'es con. Les humains nous ont complètement oubliés. Et tant mieux. Ouais, mais il y a aussi eu des choses merveilleuses. Comme la princesse Monterescoya. Attends, une paysanne qui défonce un Glocor, qui délivre le prince Ewen pour instaurer un régime juste. Mais putain, un système juste pendant combien de temps? Chris, tu ressasses sans arrêt les histoires de tes héros, hein, les héros que t'as jamais rencontrés, et ça devient chiant. Il y a beaucoup de légendes là-dessous, quoi. Ouais, bah je préfère rêver que me lamenter. Mais je me lamente pas, j'en ai rien à secouer, ouais. Moi je veux mon blé pour partir sur la tour Ozir Matré. Ils savent vivre là-haut, je te le dis. Tu parles. Même en bossant 10 ans, on pourra jamais y vivre. C'est des conneries tout ça. Les places là-haut, elles sont déjà prises par les enfants des familles qui y vivent déjà. Eh ben non, car figure-toi, j'ai un plan. Je connais quelqu'un qui peut falsifier mon identif. C'est bon ça. Ah. Et c'est qui, ce quelqu'un? Thaïs. Tu vois qui c'est? Une luciole? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te rappelle que c'est des assassins à moitié fous. Et puis, mais enfin, c'est de la trahison. Mais j'en ai rien à foutre qu'elle soit une luciole, si elle peut me faire sortir de là. C'est pourri ici. J'en peux plus, quoi, je peux plus vivre ici. C'est facile d'être un soldat, t'es sur des rails et ça t'évite de penser. La tour, c'est tout, cherche pas. Point barre. Bon, viens, on se casse, j'ai la dalle. Ouais, pareil. On va taper dans la réserve? Grave. La journée de travail s'ouvre par le systématique pointage quotidien. Tous les ouvriers font la queue devant des bornes biométriques alignées à l'entrée des hangars abritant les ordinateurs. Chris, les yeux alourdis par la courte nuit, pose machinalement sa main sur la borne quand une alarme retentit. 2 barrières métalliques s'enclenchent devant et derrière lui. Le voici prisonnier. Bloqué, il panique. 2 soldats s'approchent de lui, désactivent l'alarme et le forcent à les suivre. Assis à son bureau,
Nous retrouvons le lieutenant Moore, vêtu d'un uniforme usé et mal repassé d'officier Axe. Il pianote sur son ordinateur quand Chris entre et se met au garde à vous. Repos. Bon, Chris, c'est pas la première fois qu'on a un souci avec ton identif. Alors je te rappelle une chose, le piratage de son identif est passible de prison. Mais je l'ai pas piraté, il y a eu un bug. Ferme-la. Je t'autorise à parler? Non. Alors tu la boucles. Pardon, lieutenant. Je vais pas m'encombrer d'un pirate, ça pourrait nuire à toute la section. Et au rendement. Vrai ou pas? Oui, lieutenant. J'ai aucune preuve contre toi. Par contre, je sais que toi et ton pote, Eyet, vous avez un bon CV en termes de conneries. Alors va pas faire le mariole, soldat. Ici, t'es rien. T'es un zéro. Je te jure, c'est la dernière fois que je te mets en garde. Mais Moore, je t'assure que... Ton poste avancé sera où? Le secteur 13, lieutenant. Ah oui, ça canarde pas mal là-bas, il paraît. Bah, on se reverra sans doute jamais. Allez, dispose.